Parfait. Eh bien, écoute, je te laisse, on t'écoute. Bien, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Philippe Cabarrot. Je suis un peu le régional de l'État, puisque je suis gastroentérologue à Toulouse. Donc, ça n'a pas été trop difficile de venir pour moi. Mais bon, je ne suis pas là pour ça aujourd'hui. Je suis là en qualité de conseiller senior, comme ils disent à l'HS, pour avoir travaillé depuis plus de 25 ans sur les problèmes d'évaluation des pratiques et de gestion des risques. Donc, je connais un peu ces sujets-là. Un mot simplement pour la checklist, et pas pour vous forcer à faire faussement la checklist entre guillemets de l'HS qui est absolument pas adaptée à vos pratiques au quotidien, ni à celle des gastroentérologues, mais simplement pour se dire que c'est pas complètement idiot de vérifier un certain nombre de points critiques avant une intervention, de les partager entre les collègues et à le faire autant, si on décide de le faire, autant le faire bien. Sinon, ça vaut pas le coup. Donc le sujet d'aujourd'hui est tout à fait différent puisqu'on va parler de quelque chose qui est de la science qu'on aurait qualifiée avant d'un peu plus de science molle. C'est pas de la science dure auquel on est habitué, c'est plus des aspects neurocognitifs. Et malgré tout, c'est quelque chose qui nous impacte dans le quotidien. Alors on va commencer. Alors je vais essayer de commencer. Voilà. Alors. Le cerveau, c'est quelque chose qui est piégeux. Alors, vous voyez, il y a 4 chaînons. Et le but est de faire un bracelet pas cher, hein, parce que c'est presque comme des trombones. Hein. Et il faut simplement, on a un coût limité, hein, c'est comme en santé, malheureusement. Et on a le droit à 15 centimes. Bon, vous pouvez transformer en 15 millions d'euros, si vous voulez, enfin 15 centimes. Et pour ouvrir un maillon, ça coûte 2 centimes, et pour le refermer, ça coûte 3 centimes. Alors réfléchissez, là, 30 secondes. Je vous rassure, moi, j'y suis pas arrivé. Et même avec la solution, des fois, j'ai du mal. Mais... Alors, vous y arrivez ou pas? Il y en a un qui se lance? Eh oui. C'est pas facile, hein? Alors, quelqu'un a une idée? Il y en a 1 sur 10 en général dans une population. Allez, il se lance, on t'écoute. Et après? Donc on aura 4 fois 3 fois 5 centimes. Alors, c'est pas tout à fait ça. Mais j'ai pensé que tu étais sur la voie, c'est pas tout à fait ça. Parce que donc, si... Enfin, je ne sais pas si on a une souris... Non, zut, ça ne marche pas, ça, la souris. Si on prend, par exemple, si on ouvre le premier chaînon du B et qu'on le raccroche au A, on consomme déjà le tiers. Si on fait du C au B, ça fait le deuxième tiers, et du D au C, ça fait le troisième tiers. Donc on a tout consommé. Voilà, c'était pas ça la solution, parce que notre cerveau est fatigué, est feignant. Et on s'embarque dans la solution la plus facile. C'est ça qui est terrible. En fait, il suffit de prendre le D, c'est ce que tu avais dit, mais de le couper les 3. Et que chacun des D va faire la jonction en le refermant. Voilà. Donc c'était simplement un petit amusement. Je vous en montrerai 2 ou 3 autres comme ça, pour montrer qu'il faut se méfier de notre cerveau parfois. Donc, alors pourquoi il faut se méfier du cerveau, qui est quand même un instrument assez merveilleux, qui nous permet très certainement d'être au sommet de l'espèce humaine, animale et tout ça. Il y a un certain Daniel Kahneman qui a beaucoup travaillé d'abord en Israël puis aux États-Unis il y a une 50aine d'années avec son excellent ami Amos Tversky sur comment fonctionnait le cerveau. Alors même s'il y a d'autres théories, c'est quand même celle qui est certainement la plus proche de la vérité. En tout cas, c'est celle qui nous sert à bien comprendre comment ça marche. Il dit qu'on a un cerveau qui est double, en fait. Il y a un premier cerveau qui est le système 1, qu'il appelle en bleu, là. C'est l'intuitif. Je vous recommande le livre qui existe en français, bien sûr, parce qu'il est très, très amusant. Il y a plein de choses, ça se lit très facilement. Il est épais. Il faut savoir quand même que Kahneman, qui est un psychologue au départ, a eu le prix Nobel d'économie. Donc c'est pour vous montrer que quand même c'est un type qui réfléchit un peu quand même. Donc il y a un premier cerveau qui est intuitif, qui est automatique, qui est inconscient. Et un deuxième cerveau, là, qui est le cartésien pur et dur, qui fonctionne sur la logique, qui est la rationalité la plus totale. Bref, le système 1,
qui est donc rapide, inconscient, automatique, qui nous permet de prendre des décisions tous les jours. On prend notre bagnole, on ouvre la porte sans réfléchir, on la démarre sans réfléchir, on sort du garage sans réfléchir, etc. C'est grâce à lui qu'on est là. Parce que l'homme de Néandertal, quand il entendait un bruit, enfin, le sapiens, quand il entendait un bruit dans un buisson, il n'essayait pas d'analyser le bruit. Il foutait le camp de suite. Et grâce à ça, on est vivant. Parce que si on était sur le système 2, lui qui est lent, qui analyse tout, il y a un bruit dans le buisson, donc ça peut être un animal. Bon. Donc on ne serait plus là. Lui, il est conscient, il fait l'effort. Et pour reprendre l'exemple de la voiture, là, on est sur la route départementale, on doit doubler un camion, il bruine. Là, on abandonne le système 1, on passe au système 2. Donc ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que, en fait, notre vie, à la fois de tous les jours, mais également notre vie professionnelle, il faut le savoir, notre vie professionnelle, quand vous voyez les patients, quand vous opérez, eh bien à 95%, on est en système 1, en fonctionnement automatique. Et donc, dans cet environnement de travail que l'on connaît, qui est complexe, avec, même si on a un fantastique cerveau bientôt qui va être aidé par l'intelligence artificielle, eh bien, notre prise de décision, elle fonctionne sur ce système 1 avec ce qu'on appelle des heuristiques, des raccourcis mentaux qui fait qu'on prend des décisions automatiques, on fait des gestes automatiques. C'est des raccourcis mentaux qui, dans l'immense majorité des cas, fonctionnent très bien. C'est pour ça que j'ai mis les heuristiques qui sont magiques. Mais il y a un petit mais, c'est-à-dire que parfois, et Denis Blasquez, qui après vous en parlera plus longuement, le cerveau peut être biaisé et nous attirer dans des fausses pistes et nous faire commettre des erreurs. Voilà, alors, les médecins ne sont pas, bien sûr, exempts de ces biais cognitifs. Et on va parler aujourd'hui, je vais rentrer enfin dans le vif du sujet, sur un effet qui s'appelle l'effet tunnel, qui affecte grandement nos prises en charge. C'est sa définition, donc on a travaillé à la Haute Autorité de Santé avec l'aide des organismes agréés d'accréditation, dont vos représentants. On l'a défini dans l'encadré rouge comme une situation dans laquelle l'attention d'un professionnel est tellement focalisée sur un objectif qu'il n'entend ni ne voit des signaux d'alerte qui devraient l'amener à modifier son approche, voire à l'arrêter avant que ne survienne un IIS. Donc, bref, pour faire court, c'est une situation de quasi-blocage mental qui fait qu'on ne voit qu'une seule option, on n'a plus d'esprit critique qui nous fait envisager d'autres solutions. Ce quasi-blocage mental, on ne s'en rend même pas compte. Et les gens autour, ils se disent, mais enfin, c'est une obstination déraisonnable. Alors bien évidemment, ça peut être favorisé par un certain nombre de choses, notamment la pression du résultat, le stress, la fatigue, les alarmes, les bruits. Et donc c'est pour ça qu'un gynéco, par exemple, un obstétricien va s'acharner à sortir un bébé par le bas, parce qu'il y a la pression du résultat, il faut le sortir. Un anesthésiste va intuber itérativement un patient inintubable. Un chirurgien va être focalisé sur une complication, sur l'idée qu'il a la complication sans pouvoir envisager d'autres complications. Un gastroentérologue, par exemple, va s'évertuer à cathétériser une papille réfractaire de manière prolongée et parfois dommageable, n'est-ce pas, cher ami chirurgien digestif. Voilà. Alors bien sûr, ça peut être favorisé par un certain nombre de choses, notamment soit l'inexpérience des jeunes ou alors à l'inverse, ceux qui ont une surconfiance en eux, ça peut être favorisé bien sûr par la fatigue, par une charge mentale cognitive, on a assailli de tas de choses. Voilà, donc vous allez voir que au fur et à mesure, réfléchissez à ce que je vous dis, bon, c'est pas que ça soit particulièrement intelligent, mais enfin, essayez pour vous projeter dans ce que vous avez vécu, ce que vous vivez, voir peut-être ce que vous allez vivre un jour ou l'autre. Et je ne vous le souhaite pas parce que quand on est pris dans un effet tunnel, après, on se dit, mais j'ai vraiment été con. Hein. J'ai vraiment été con. Et puis surtout que ça se termine souvent mal, donc il faut le connaître. Alors, un deuxième interlude. Regardez cette radio pulmonaire. Bon, vous n'êtes pas pneumologue, mais enfin, vous êtes passé... est-ce que cette radio pulmonaire est normale, selon vous? Comment? Pas tout à fait. Ah, bah, on voit que c'est un président d'organisme agréé. Qu'est-ce que tu vois, Francis? Voilà, c'est la hernie hiatale, non? Oui, bien sûr. Voilà, donc la hernie hiatale, bien sûr, c'est une tête de gorille qui, bien sûr, n'a pas sa voix, mais c'est pas un vieux briscard qu'on va apprendre à faire les grimaces.
Très bien, Francis. Donc, je trouvais que c'était plus facile. Néanmoins, ça fait l'objet d'une publication et il n'y avait que, d'un travail proposé à des anesthésistes, il n'y avait que 25% qui avaient spoté le gorille. 75% étaient non, ça aurait pu le meilleur, est tout à fait normal, on peut l'opérer. Bon, bref. Alors, on a une base REX, on est assis sur une mine d'or à la Haute Autorité de Santé grâce aux organismes agréés et tout ce que vous recueillez comme événements indésirables. 150 000 événements, c'est pas rien et c'est unique au monde. Soyez fiers d'être engagés dans la procédure d'accréditation parce qu'on fait quelque chose que, pour une fois, les Américains, les Anglais qui se moquent souvent de nous, ne font pas. Et de cette base, on en a extrait sur une période de 5 ans. Pourquoi de 5 ans? Parce que bon, la base a un peu changé, ça nous simplifie les choses. Et puis 43 000, on peut penser quand même que c'est un échantillon là à l'américaine. Sur ces 43 000, on a un système qui nous permet de repérer des mots-clés. Alors, il y avait tunnels, mais il y en avait un certain nombre. Alors, évidemment, comme les tunnels, ça nous a récupéré des tunnels, des canaux carpiens, des choses comme ça. Mais enfin, ça nous a fait récupérer 326 événements indésirables et que, justement, après avoir écarté ceux qui n'étaient pas de vrais effets tunnels ou dont c'était un peu incertain, et ce d'autant qu'à ce moment-là, c'était pas connu comme truc. Donc, c'était pas dit clairement, oui, l'expert a dit oui, il est dans un effet tunnel. Voilà. Bref, on en a quand même retrouvé 76, ce qui fait du matériel. Et on voit ces premières choses. Souvent, on peut, même si vous avez entendu parler de cette histoire de tunnel, on se dit, mais oui, ben, ça survient pendant l'intervention. Ben non, ça survient effectivement plus d'une fois sur deux pendant l'intervention. Mais ça, c'est les collègues orthopédistes qui insistent beaucoup. Ça se voit également beaucoup en pré-interventionnel, quand on a le malade en consultation, quand on pose un diagnostic, quand on évalue une situation aux urgences, on peut être dans un tunnel, et également en post-interventionnel pour gérer les éventuelles complications. Donc, il ne faut pas penser que j'y fais attention parce que je suis au bloc. Non, il faut y faire attention, en fait, avant et après également. Voilà, ça survient dans des circonstances tout à fait variables. Ça peut être effectivement une situation critique où ça chauffe, ça saigne, le malade est en train d'avoir une saturation qui s'effondre, enfin, la situation est critique, et on peut être en surstimulation cognitive, mais ça peut aussi survenir tout à fait en situation de routine. Je vous dis certainement parce qu'on est en système 1 et le cerveau va faire la solution la plus logique et va arrêter de réfléchir à d'autres choses. Donc, autrement dit, attention, ça ne survient pas qu'en urgence, et attention, ça peut survenir effectivement quand vous êtes le truc bien réglé, le truc facile que vous faites extrêmement régulièrement. Donc, je ne vais pas trop y insister parce que mes collègues en parleront après, mais en fait, le cerveau est entaché, certes du tunnel, mais qui s'agrège à tout un tas d'autres biais cognitifs. Il y en a 240 ou 250 qui sont décrits dans la littérature. Donc voilà. Et au travers de cet échantillon, on a vu qu'il y en avait 4 qui sortaient du lot, entre guillemets. Ancrage, c'est-à-dire qu'on a son idée au départ. Le tunnel, c'est plutôt la cible vers laquelle on est fixé. L'ancrage, c'est plutôt à l'entrée. L'arrêt de réflexion, c'est ce que je vous disais. Bon, on dit, ben oui, c'est ça et c'est pas autre chose. Donc on s'arrête de réfléchir. Les biais de confirmation, ça aussi, c'est absolument redoutable. C'est-à-dire qu'on a son idée au départ et toutes les informations qui arrivent, on ne retient que celles qui vont dans le sens de son idée et on ne voit pas celles qui seraient contre. La surconfiance, oui, bon. Donc c'est évident, enfin, je pense que tu parleras des autres après, puisque je ne connais pas les interventions, les diaporamas des autres collègues. C'est le cerveau, voilà. Et quand on fait une RMM qui est arrivée à un événement indésirable et qu'avec des collègues, quand on met tout ça à plat, ils se disent, mais vraiment, c'est assez déstabilisant. Mais comment j'ai pu me faire avoir comme ça ? Voilà, pour s'en sortir de cette analyse de notre base de retour d'expérience, on a vu que, en fait, ce qui marchait vraiment, c'était quand on se rend compte, pas toujours facile, je vous l'ai dit, qu'on est dans une telle situation, ou que les gens autour de vous disent, attendez,
faudrait réfléchir, c'est effectivement ce temps de pause, ce time-out, comme disent les anglo-saxons, voire sur le plan cognitif une métacognition, c'est-à-dire qu'on réfléchit à la manière dont on réfléchit. Il faut vraiment s'arrêter dans ces cas-là. Deuxièmement, il faut ne pas hésiter à demander un avis, à appeler à l'aide d'un collègue. Et en ce sens, l'équipe est essentielle au bloc, mais on peut aussi faire venir quelqu'un d'autre. Et dans ce cas-là, il est intéressant de ne pas faire rentrer le collègue qu'on appelle dans le même tunnel. Parce que si on lui explique l'endroit où on est arrivé, lui aussi, il va avoir une fermeture de son cerveau. Il va dire, il va continuer dans le même tunnel. Donc, il faut lui essayer le plus possible de dire, voilà ce que c'est, qu'est-ce qu'on pense. Voilà. Et retenez qu'en rouge, quand même, une fois sur 4, dans ces fameux EIAS, le collègue s'en est pas sorti. Et vous voyez que c'est grave, ça peut être très grave. Il y a même eu, dans cet échantillon de 70 événements, quand même 6 décès et 22 préjudices sévères. C'est quand même ça peut être assez lourd. Et que presque tous auraient été qualifiés par les collègues qui ont déclaré d'événements évitables ou probablement évitables. Alors, deuxième interlude. Dans cette série de couleurs, de chiffres colorés, où est-ce qu'est l'erreur ? Ils sont jolis ces chiffres pourtant. Hein, ils ont l'air anodins. Hein, bravo. Ils ont réfléchi out of the box, comme disent les Anglais. Il y a 2 fois the. Can you find the mistake? Mais on est tellement focalisé sur l'objectif. L'objectif, c'est trouver la solution à ce problème. L'obstétricien qui veut sortir le gamin par en bas, il veut le sortir, réfléchit pas. Et qu'on est tellement... Oui, c'est les couleurs là. Qu'est-ce que c'est? Alors, on passe du rouge à l'orange parce qu'il y a le jaune derrière qui tire, puis après, c'est du vert parce qu'il y a du bleu. Enfin bon, moi, je ne l'ai pas trouvé personnellement, mais bravo aux 2 collègues qui vont gagner un week-end aux Barbades payé par l'organisme agréé. Bravo en tout cas. Vous avez déjà trouvé 2 sur 3, hein, des petits tests. Alors on a fait une enquête de pratique. Bon, on a envoyé à 19 000 médecins travaillant en bloc opératoire un petit questionnaire et on a eu un taux de réponse de 10%, ce qui est pour ce genre d'enquête tout à fait correct. Et on voit que 80% des répondants disent l'avoir vécu ou avoir été témoin d'un effet tunnel. Donc, une fois qu'on a expliqué les choses, et je pense que vous allez vous dire, oui, cette fois-là, moi, depuis que je l'ai expliqué à mes collègues, ils me disent, Philippe, ça y est, j'étais pris dans un effet tunnel, donc ils me déclarent un EIS, etc., dans mon équipe de gastro. Voilà. Que là aussi, ils disent un peu la même chose, que la sortie du tunnel, c'est s'appuyer sur l'effet tunnel, donc c'est un peu redondant à ce que j'ai dit tout à l'heure. Et je rajouterai simplement qu'on est extrêmement content, 94%, qu'un collègue vienne nous sortir du tunnel, pour pas employer un autre mot. Donc, en synthèse, il faut retenir que l'effet tunnel n'est pas rare. Presque tout le monde y a été confronté ou va l'être dans sa vie, et certainement plus d'une fois, que ça concerne toutes les spécialités et également tous les métiers du bloc. Et je vous l'ai dit, le troisième point, que ça peut survenir à tout moment, avant, pendant et après le bloc, et que ce soit dans des situations d'urgence totale où on a le cerveau complètement mis à contribution, comme des situations de routine où finalement on ne réfléchit plus beaucoup, et que ça peut être responsable d'événements graves et surtout évitables. On a publié, avec l'aide des collègues des organismes agréés, donc encore une fois votre représentation, une solution pour la sécurité, où tout ce que je viens de vous dire est un peu résumé, mais pas totalement. En fait, pas tout le Kahneman, je ne pense pas il y est trop. Et que donc, mais je pense que mon collègue Bavdin en parlera tout à l'heure, l'urologue, comment on peut éviter ou s'en sortir? Il faut déjà le connaître. Pour le connaître, c'est pas quelque chose qu'on apprend vraiment dans les études de médecine. Encore une fois, c'est de la médecine molle, c'est pas de la médecine dure, dont on est plutôt fanat, mais il y a des cours, on peut aussi faire en pratique. Il faut, autant que faire se peut, dans la désorganisation des établissements actuels avec les pénuries de ressources, essayer de disposer d'un environnement organisationnel humain favorable.
Il faut travailler sur ce qu'on appelle les compétences non techniques. Et je pense que vous avez vu ou vous verrez dans le nouveau programme d'accréditation, qui a vraiment complètement changé de visage par rapport à ce qu'il connaissait précédemment, il y a une partie qui concerne l'amélioration du travail en équipe. Et c'est quelque chose également de novateur. Il faut essayer d'identifier préalablement des situations à risque. Le briefing, par exemple, c'est l'obstétricien. Bon, je ne fais pas de focalisation sur l'obstétricien, mais j'étais il n'y a pas longtemps avec eux, donc c'est pour ça que j'ai plein d'exemples en tête, qui dit, avant de commencer, bon, c'est un accouchement qui risque d'être une délivrance qui risque d'être difficile par voie basse, donc je vais essayer, mais si j'y arrive pas, il faut m'arrêter. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'obstétricien avait déjà oublié pendant l'intervention ce qu'il avait dit, et la troisième fois qu'il continue à tirer le pauvre gamin par le bas avec tous les instruments que l'on imagine, c'est la sage-femme qui s'est mise en travers, comme ça. Stop, stop. Donc ça peut se faire que parce qu'on a suffisamment l'habitude de travailler en équipe et qu'il y a eu ce briefing pour attirer l'attention, les alarmes, enfin tout ce qui peut améliorer l'aspect cognitif, les alarmes, les checklists, dont on a parlé tout à l'heure, les protocoles sont utiles, la métacognition, le slowing down, ralentir, le temps de pause, quand vous sentez que franchement, il faut regarder la pendule aussi des fois, parce que des fois on ne la voit pas tourner. Voilà, et enfin l'appel à l'aide. Donc j'en ai terminé avec un petit dernier pour la route. Alors il y a un outil médical souvent utilisé, une aiguille et une seringue, qui coûte 1,10 €. La seringue coûte 1 € de plus que l'aiguille. Combien coûte l'aiguille? Il est assez connu celui-là peut-être. Mais moi je me suis fait piéger aussi, la première fois que je... Oui, tu me dis bonjour? Allez, exprime-toi. 5 centimes, exactement. Puisque... mais tout le monde dit 1 €. Hein. C'est évident. La seringue coûte 1 € et l'aiguille coûte 10 centimes. C'est terrible parce qu'on reste réfléchi. Tout le monde dit, ben oui, c'est évident. L'aiguille coûte 10 centimes. Non, il a raison, c'est 5 centimes parce que la seringue coûte 1 € de plus, ça fait 1,05 € et 1,05 € plus 5 centimes, ça fait bien 1,10 €. Bravo! Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions rapidement avant de passer à la suite, ou monsieur le modérateur, qu'est-ce que tu en penses? On regroupe des questions. Non, c'est très intéressant. Comme tu l'as dit tout à l'heure, en fin de compte, on a connu des situations comme celle que tu décris, et on ne pensait pas à cet effet tunnel. Et maintenant, ça va nous éclairer, c'est qu'on va revoir peut-être des événements qu'on avait décrits, qui n'ont pas été... On a retenu juste le côté technique qui se produisait, enfin l'erreur technique qui s'est faite, et on ne pensait pas le cataloguer comme effet tunnel. Donc on va revoir un petit peu dans notre expérience. Il y a un tas de trucs qu'on a déclarés, mais en fin de compte, qui aurait pu être, comme l'effet tunnel n'était pas dans les situations à risque, et on ne le déclarait pas, en fin de compte, on va reprendre un petit peu notre travail pour découvrir un petit peu des effets tunnels qui étaient mal caractérisés. Il y a le fait aussi, tu soulignes, c'est le côté travail en équipe. Il faut accepter, je pense, de rester humble et d'écouter un peu les gens autour de vous, qui, à la limite, vous travaillez depuis longtemps avec eux, ils vous connaissent, ils connaissent vos forces, vos faiblesses, et accepter que s'ils vous disent il y a quelque chose qui ne va pas, on n'est pas dans la situation habituelle, on connaît vos interventions, on connaît comment ça se passe, le temps que vous passez. Là, ça ne va pas, on a l'impression que vous dérapez, quoi. Il faut accepter dans sa tête que même si on est l'opérateur principal, ceux qui travaillent à côté de vous peuvent aussi vous aider. C'est un bon, faut pas penser qu'on est toujours le grand maître absolu, quoi. Et ça, c'est donc tout. Ce qui est le plus intéressant, je trouve, c'est quand même toutes les alertes que tu as décrites très sommairement, qui vont peut-être être reprises pour nous éviter de tomber dans les effets tunnels. Et je pense que écouter les autres, c'est essentiel. Je me permets, oui, tout à fait d'accord avec ce que dit Francis, bien sûr. Je me permets de rajouter, donc, également, sur le site de la HAS, également quelque chose qu'on a fait aux organismes agréés d'accréditation. Il y a des PowerPoint de RMM, de réunions de morbi-mortalité, qui sont extrêmement pédagogiques et que je vous encourage à aller charger si vous ne les avez pas encore pour vous faciliter vos réunions de morbi-mortalité ou vos analyses personnelles de IAS. Franchement, vous apprendrez beaucoup de choses, je suis sûr, pour analyser les événements, pour analyser les causes racines, pour élaborer d'éventuelles barrières. C'est extrêmement pédagogique et voilà, la seule limite, c'est qu'il n'y a pas cette autopsie cognitive
dont on vient de parler. Il faudrait peut-être faire une fiche RMM cognitive. Voilà. Il y a un piège quand même. Il y a un piège de dire que soulignent certains. Il ne faut pas non plus se dire « Ah ben oui, c'est pas ma faute, hein, c'est mon cerveau ». Non, bien sûr, c'est pas acceptable. Avez-vous des questions?